pas de ma faute, moi. Sénèque me demande de faire sortir des enfers Tantale. Bon, alors, on peut tout à fait faire sortir des enfers Tantale par le fond, il rentre et puis il fait je suis sorti des enfers, très bien. Je me sens pas très bien. Non, mais on peut le faire. Non, mais en plus, c'est vrai, on pourrait tout à fait faire monter Tieste comme ça. Là, on a deux sièges, une table, on peut monter Tieste, il n'y a pas de souci. Il y a une aventure entre Thomas Joly et Télérama, puisque quand nous avons créé le festival Impatience, c'était il y a presque une dizaine d'années, on l'a créé avec le rond-point, l'Odéon à l'époque, et on voulait soutenir le théâtre émergent. On trouvait qu'on ne cherchait pas assez. Créer un festival, c'était d'ailleurs aussi une idée d'Olivier Py, avec Fabienne Pasco. Il fallait un événement pour aller chercher plus loin que le bout de notre nez. Et nous avions découvert Thomas Joly à l'occasion de sa mise en scène de Toa, de Sacha Guitry. C'était présenté au théâtre de l'Odéon. Et on avait été assez bluffés. Et le public ne s'y est pas trompé, puisque c'est lui qui a eu le prix. Alors le jury ne l'a pas distingué, mais ça c'est l'avis des jurys, vous savez. Et presque 10 ans après, il se retrouve à la Cour d'honneur cet été. Il était à Avignon, dans la Cour d'honneur, avec Tieste. Alors, rares sont les parcours aussi fulgurants. Est-ce que vous le sentez comme ça, Thomas, un parcours fulgurant ? Bonjour à tous et à toutes d'abord. Bonjour. Oui, alors je dirais oui et non, parce qu'il y a il y a eu effectivement ce coup de projecteur très fort en 2009 au premier festival Impatience. On était d'ailleurs la première pièce du premier festival Impatience. Autant vous dire qu'on avait 25 ans à l'époque. On jouait dans l'Odéon tout en or. On arrivait de Cherbourg, Rouen, parce que la compagnie est installée à Rouen depuis 2006. Et on était, voilà, c'était une espèce de rêve de jeunesse, enfin de rêve qu'on pensait même pas atteindre. Et puis il y a eu ce prix. Et puis ensuite d'autres spectacles. Et surtout en 2014, l'Henri VI à Avignon qui a été très très exposé. Et donc parce que c'était déjà son deuxième Avignon à la Cour d'honneur. Troisième. J'ai raté Parce qu'en 2016, il y avait aussi le petit feuilleton. Ah oui, oui. 2014, oui. Henri VI, 2016, le petit feuilleton sur Avignon et oui. les radeaux de la Méduse. Et 2018, donc Tieste. Et donc en 2014, voilà, cette grande exposition. Et depuis 2014, oui, c'est fulgurant. Ça, je ne peux pas le nier. C'est une aventure artistique, théâtrale, humaine, dingue, avec l'enchaînement des divers projets. J'imagine peut-être on va en reparler. Oui, on reparlera de tous vos projets. Mais en fait, il y a aussi eu quand même, entre 2006 et 2014, 8 années de compagnie. Et quand je dis ça, j'y tiens, en fait. Donc, la compagnie, en 2006, quand moi je sors de l'école du TNB à Rennes, l'idée n'est pas du tout d'être un acteur qui va de projet en projet ou un metteur en scène qui va faire comme ça des productions, enchaîner les spectacles. L'idée était vraiment d'être un outil pour le territoire normand, en l'occurrence, et aussi un outil pour nous, les acteurs et les actrices que nous étions, qui sortions de nos formations, puisqu'on avait quand même, à ce moment-là, une espèce de réflexion se disant, bon, le pianiste peut pianoter s'il veut, le peintre peut peindre, le danseur est obligé d'avoir une pratique quotidienne pour ne pas perdre son art. Mais nous, les acteurs et les actrices, on est obligés d'attendre d'être choisis, d'avoir le désir d'un metteur en scène pour notre travail, par rapport à une pièce qu'il veut monter, une distribution, etc. Et on trouvait ça injuste, pour être tout à fait clair. On trouvait ça injuste que l'acteur ait à attendre d'être désiré pour travailler. Et on voulait conserver, alimenter nos machines corps, voix, texte, souffle, continuer à travailler, rester chaud en fait de nos formations. Formations formidables, hein, le TNB et d'autres, mais au sortir de laquelle on rencontre quand même la solitude et l'inactivité, ce qui sont quand même deux ennemis pour les acteurs. Un acteur n'est jamais seul, même s'il est seul au plateau. Et puis surtout un acteur inactif, vous entendez que ça ne fonctionne pas. Donc la compagnie, elle a vraiment été créée pour ça. Et donc, oui, pour répondre à votre question, 8 années de travail avec Toa, Harlequin poli par l'amour, Toa, Piscine Pado et différentes commandes, plutôt du côté de la Normandie et beaucoup d'actions culturelles aussi. Et puis là où c'est devenu fulgurant, c'est depuis Henri VI en 2014. Mais là, vous disiez, c'est 8 années où vous avez tourné, y compris avec Henri VI. Ça a été, où vous avez tourné, oui, y compris avec Henri VI, ça a été un bonheur fulgurant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bonheur de se retrouver en compagnie, à rencontrer son public, à faire ses armes? En fait, j'ai toujours pensé que...
quand on est acteur et qu'on traverse peut-être aussi générationnellement les crises qui ont été celles, je parle à partir de nous, on sort de l'école en 2006, donc on s'est dit, avec mes camarades de la Piccola Familia, à quoi on peut servir ? À quoi on peut servir? Comment être un outil pour les gens, pour le territoire aussi, sur la question de la langue, la question de la parole, la question de l'écoute, la question de la bienveillance, la question du rapport à l'autre, la question évidemment de la circulation des textes, de la transmission aussi de cet art, parce qu'on parle beaucoup de moi et de la compagnie quand on est effectivement à Avignon ou à Paris, quand on joue dans des salles prestigieuses et tout ça est formidable. Mais je dirais que c'est un tiers de mon activité. Ce qui se voit, c'est un tiers. Ce qui ne se voit pas, donc les 2 tiers, attention, scoop, qu'est-ce qu'on fait donc? Eh bien, il y a un tiers qui est vraiment consacré, et j'en parle parce que c'est un vrai travail de la compagnie qui s'appelle l'action culturelle. Alors l'action culturelle, c'est pas simplement être un animateur, c'est essayer d'inventer autour des créations des objets périphériques, des petites formes ou des ateliers qui permettent in fine aux gens de venir enfin s'asseoir dans un siège de théâtre. L'idée, c'est celle-ci, pour moi en tout cas, de l'action culturelle, puisque on constate aussi qu'aller au théâtre, même si entre nous aujourd'hui, peut-être on a cette pratique-là et cette habitude-là, eh bien ça ne va pas de soi. Pour une majorité des gens qui habitent ce pays, ça ne va pas de soi, ça impressionne, ça peut... oui, il faut désamorcer l'appréhension non seulement pour les œuvres, mais aussi pour les bâtiments, théâtre. Et donc, voilà, ça c'est un tiers de notre activité. Donc, ça se traduit comment? Ce sont des ateliers dans les lycées, dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques aussi pour cette année par exemple. C'est aussi travailler conjointement, adossé à des lieux. Je pense par exemple au Grand Thé à Nantes où on va tourner cette année, qui invente 1000 choses avec les publics, les amateurs. Par exemple, il y a aussi tout ce qu'on a fait avec le théâtre de la Poudrerie à Sevran, sur du théâtre en appartement autour de Richard III. Alors comment ça se passe quand vous allez faire du théâtre en appartement? Ça se passe, c'est formidable. C'est-à-dire que les gens... le théâtre de la Poudrerie n'a pas de bâtiment. Donc l'idée pour l'instant, c'est de faire du théâtre chez les gens, en attendant que le bâtiment arrive. Et donc, les habitants de Sevran, qui sont quand même à 45 minutes de RER de l'Odéon 6e, mais qui n'y sont jamais allés, accueillent chez eux, en invitant quelques amis dans leur salon, 2 acteurs qui, par exemple, sur Richard III, ont créé un texte de Julie Lerat-Gersan, qui est une des actrices de la compagnie, mis en scène par Charline Poron, qui est une autre actrice de la compagnie. Je crois que les acteurs et les actrices sont des créateurs et des créatrices aussi. Ça, on y reviendra. Et que les metteurs en scène sont des imposteurs. Ça aussi, on pourra y revenir si vous voulez. Comme et que donc voilà, les acteurs sont chez les gens, jouent cette petite forme qui durait une trentaine, quarantaine de minutes. Et là où c'est formidable, c'est que du coup, non seulement il y a une incarnation, c'est-à-dire que tout à coup, la Piccola Familia, Richard III, Thomas Joly à l'Odéon, tout ça, ça devient concret, c'est chez soi, c'est dans son salon, et que du coup... Cette appréhension étant levée, il y a ce déplacement, ce qui fait que ces gens viennent tout à coup à l'Odéon 6e arrondissement, s'asseoir dans un siège rouge de théâtre, devant une scène, parmi d'autres spectateurs venant d'ailleurs, etc. Et voilà la vertu, en tout cas, de l'action culturelle. Vous l'avez vu, ce Sens en retour? Vous les avez croisés, les gens? Ah oui, non, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on fait de l'action culturelle, c'est pas simplement pour amuser le mercredi après-midi des enfants dans des ateliers. Bien sûr, on peut les amuser, c'est une chose. Mais moi, ma finalité, c'est vraiment de désamorcer donc, ces 2 appréhensions vis-à-vis des œuvres et des bâtiments, mais aussi pour qu'au final, les gens s'asseyent devant le plateau. Parce que je crois que quand on est assis devant un plateau, c'est une expérience unique qui ne peut pas être substituée par autre chose, ni par une captation, ni par une rencontre, ni par un atelier. L'expérience de spectateur devant le spectacle, qui reçoit le spectacle, ça c'est unique. Et il faut inciter les gens, continuer à inciter les gens, en tout cas, parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses. Mais on a aussi fait en action culturelle des jeux vidéo, par exemple, autour de Richard III. On a fait avec des écoles, l'école de la haute parfumerie, par exemple. Les étudiants en parfumerie ont inventé le parfum de Richard. C'était l'un de leurs travaux d'année. Chargé de muscles. Alors, pour le coup, j'ai dû le choisir moi-même. J'étais jury, j'ai eu 3 propositions de parfums. Enfin, j'en ai choisi un. Bon, voilà. Donc, des parfumeurs, tout à coup, se retrouvent embrigadés dans une aventure shakespearienne, avec l'Odéon, etc. Voilà, tout ça aussi grâce aux équipes en place. À l'époque, Fanny Gauthier et son équipe de relations publiques. Voilà. Et le 3e tiers, parce que j'ai quand même... Vous suivez, je vois, vous suivez très bien. Le 3e tiers, et si je suis trop bavard, vous me dites. Non, Thomas, c'est passionnant. Okay. Et le 3e tiers, c'est la jachère.
on va dire ça comme ça, c'est-à-dire le temps qu'il faut, en dehors des répétitions, de lecture, de rencontres, de voyages aussi, d'aller regarder des spectacles, d'autres façons de faire du théâtre, voilà. Et cette jachère, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est ce qui me manque un petit peu en ce moment. Voilà. Ce troisième tiers est un petit peu on y reviendra amoché. Sur la notion Voilà. de la jachère. C'est une belle notion, hein, laisser reposer les choses. Oui. Quand je vous entends parler, je me dis que vous croyez fermement dans l'importance du théâtre dans la société. Pour Clairement. vous, il y a une place conséquente. À quoi ça sert d'aller au théâtre ou de faire vivre les théâtres quand on est une société démocratique? D'abord, si on regarde son histoire, au théâtre, là, je sors de Thieste. Enfin, je sors pas, je suis dedans en fait. Hein, mais on a travaillé. Fin novembre à la Villette. On a beaucoup travaillé sur forcément le théâtre romain, et je découvre cette chose incroyable que le théâtre romain, et c'est Pline l'Ancien qui le raconte, qu'à Rome, le théâtre n'advient pas simplement en copiant les Grecs. À Rome, il y a la peste, et ils ont beau faire tout un tas de cérémonies pour essayer d'endiguer ce mal, ils n'y arrivent pas, et ils décident de faire venir d'Étrurie, donc de l'étranger, des danseurs jongleurs, battleurs, et tout à coup la peste est éradiquée. Et donc le théâtre, pour le coup, est curateur, là, hein, clairement pour les Romains, a été curatif. Il a guéri la cité malade de la peste. Ça part de là. Ensuite, dans toute l'histoire du théâtre ne cesse de montrer que le théâtre, à un moment donné, est constitutif du ciment qu'est la société, et que la société entière s'y retrouve. Le théâtre romain est politique, non pas par ses œuvres, mais il est politique parce que toute la cité y est conviée. Je crois même que la légende voudrait qu'il y ait des amendes ou quelque chose comme ça si on n'allait pas au théâtre. Moi, j'adore cette idée. Et voilà. Théâtre à péage inversé. Après, si on saute les étapes, mais Shakespeare, quelque part, est aussi très fédérateur. Il invente un théâtre qui est un théâtre extrêmement populaire, bien sûr, mais surtout qui raconte la propre histoire de son propre pays. Je rappelle, et je ne vais pas vous apprendre quelque chose ce matin, qu'à l'époque de Shakespeare, il n'y avait ni la télévision, ni Internet, ni aucun média, et que donc, tout à coup, voir la propre histoire de son propre pays posée sur un plateau a forcément une dimension fédératrice. Digestive, j'allais dire même. Peut-être aussi. Et puis, un peu propagande, parce que, on y reviendra aussi, mais les pièces historiques de Shakespeare, en fait, lui-même n'est pas un auteur militant, mais Shakespeare écrit par rapport à des chroniques et commandé par la reine Elisabeth pour asseoir, je vais tomber, mais pour asseoir son... La scène est à vous, Thomas. Asseoir son pouvoir qu'elle a eu dans des conditions un petit peu compliquées. Donc, elle commande les premières chroniques historiques de l'histoire d'Angleterre. Et donc, c'est de ces matériaux qu'il va se servir pour écrire ses pièces historiques. Mais avançons. Jean Vilar, par exemple, invente, et Jeanne Laurent d'abord, au sortir de la guerre, invente cette formidable idée de ce réseau, de ce maillage incroyable des structures, des centres dramatiques, etc., sur tout le territoire du pays, dans un pays, je me rappelle, meurtri, brisé. Et tout à coup, Jean Vilar, dès la deuxième édition du Festival d'Avignon, c'est-à-dire en 1948, propose un auteur allemand, en 1948, dans la programmation. Donc le théâtre devient un endroit de consolation aussi, de réconciliation aussi. Bref, il a toujours des vertus, à mon avis, qui sont dans l'idée du vivre ensemble, en tout cas. Et alors aujourd'hui, aujourd'hui où on est envahi de surmédias, de réseaux sociaux, où vous êtes d'ailleurs actif, Thomas, oui. Vous dialoguez avec votre public comme ça, c'est assez remarquable, de manière très directe. Quelle place à la chair, à la rencontre vivante? Enfin, quand je vois que tout le monde vient au rond-point pour entendre parler de théâtre, ça nous console tous. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis pas du tout inquiet parce que j'ai l'impression que plus on inventera des écrans entre les gens, plus on aura besoin de ça. Je crois. Et que quelque chose, en fait, si le théâtre, beaucoup de choses lui sont passées dessus, de révolutions esthétiques, industrielles, philosophiques, politiques, religieuses, etc. Et il est toujours là. Je crois que le théâtre, comme l'eau, trouve toujours son chemin et il est toujours en train de se réadapter à ce qui est inventé ou à ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
Notre récit étant assez flou, pour être clair, notre récit politique est flou, notre récit écologique est flou, notre récit économique est flou, notre récit est quand même assez flou, oui, voilà. Et que, eh bien, bizarrement, les êtres humains, depuis 2500 ans, ont besoin de se faire raconter des histoires, c'est la première chose, et d'être ensemble, d'être réunis ensemble. Ça se voit, par exemple, dans la liesse, comme, je sais pas, une Coupe du Monde, où voilà, on sort spontanément dans la rue parce qu'on a gagné la Coupe du Monde et on fait la fête avec des gens qu'on ne connaît pas. La question de se rassembler. Et puis l'autre, ou dans l'effroi, comme les attentats, ou quand il y a voilà, un drame qui se passe, et tout à coup, spontanément, pareil, les gens sortent dans la rue pour se sentir ensemble. Donc je pense que le besoin de se sentir ensemble, ça fait partie de notre besoin premier. Et le fait de se faire raconter des histoires, alors ça, c'est pareil, c'est assez étonnant, notre cerveau, notre capacité à la fiction. Je suis en train de lire, par exemple, le bouquin qui s'appelle « Sapiens » de cet auteur dont j'ai oublié le nom, qui dit que notre espèce, donc Homo sapiens, a survécu à toutes les autres grâce à sa capacité à se raconter des histoires entre nous et qui ont bâti les religions, qui ont bâti les mythes après, plus tard, d'entreprises, etc. Donc le théâtre, pour le coup, oui, il y est. Et puis l'enfant, par exemple, qui a 3 ou 4 ans, demande avec récurrence une histoire au moment de s'endormir, etc. Donc le besoin d'être ensemble et de se faire raconter des histoires, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie de nous. Et j'espère que la neuroscience, d'ailleurs, va s'y pencher un petit peu parce que, à mon avis, il y a le moyen de découvrir, grâce aux neurones miroirs, par exemple, ce genre de choses, que le théâtre n'est pas seulement un divertissement ou une envie ou un loisir, mais, à mon avis, certainement un besoin. Et donc, qu'est-ce que moi j'essaye de faire aujourd'hui avec le plateau? C'est-à-dire qu'au moins, au moment où le rideau se lève, parce que moi je mets des rideaux, bon, je sais que il n'y en a plus beaucoup, mais moi je mets des rideaux, ça dépend des spectacles, mais peu importe, tout rideau qui se lève dans tous les pays, sur n'importe quelle scène du monde et à n'importe quel temps de notre humanité, a toujours dit, chaque rideau qui se lève a toujours dit, nous sommes tous vivants au même endroit en même temps. Je crois que ça, cette petite réalité qui a l'air toute bête, comme de dire que l'eau mouille ou le feu brûle, bon, mais nous sommes tous vivants au même endroit en même temps, c'est ce que nous rappelle le théâtre. Et peut-être alors que dans cette petite formulation, il y a un début de solution, c'est-à-dire que plutôt que de chercher l'adversité, plutôt que de chercher le conflit, eh bien à un moment donné, on ne pourra pas faire autrement, on ne pourra pas passer à côté de notre humanité partagée, on ne peut pas faire autrement. Donc, trouvons, et grâce au théâtre, les moyens du vivre ensemble. Et alors, comment vous avez découvert cette nécessité du théâtre en vous? Comment vous l'avez rencontré, le théâtre? Ça a été justement un moment de révélation, au moment à l'instant où le rideau s'est levé? Il y a eu cet instinct-là, oui, pour vous? Il y a eu cet instinct. Alors là, j'ai parlé plutôt du point de vue de l'acteur. Il y a eu cet instinct que tout à coup, alors que j'étais surexposé, parce qu'on est surexposé sur un plateau, on est en pleine lumière, etc., en plein centre d'une en face de personnes qui nous regardent, et ils sont plus ou moins nombreux. Eh bien, bizarrement, j'ai eu cette sensation d'être enfin absolument plus proche de moi. D'avoir la possibilité d'être, d'avoir ce que j'appelle le courage de l'honnêteté de soi, qui est difficile à avoir dans la vie, mais qui sur un plateau est beaucoup plus simple. Et je crois que c'est la plus belle, non seulement c'est la plus belle des qualités pour un acteur, le courage de l'honnêteté de soi, mais surtout c'est à mon avis l'une des clés du bonheur, tout simplement, du bonheur, voilà, d'être ce qu'on est et de pouvoir travailler, être avec soi complètement. Avec soi, de soi, quoi. Et ça, c'est en jouant? Ça, c'est en jouant que j'ai découvert petit. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la danse classique, si vous voulez tout savoir. Oui, on veut tout savoir. Je voulais faire de la danse classique. Je voulais être petit rat de l'opéra. Mais comme j'habitais à la campagne, mes parents m'avaient inscrit à un cours dans la salle des fêtes du village. Et évidemment, c'était beaucoup moins chic que l'Opéra de Paris. Donc, je reçois Aurélie Dupont cet après-midi. Vous devriez rester. Voilà, mon rêve, c'était d'avoir son parcours, par exemple. Voilà, quand j'étais petit, tout ça. Et donc, comme c'était une salle des fêtes moche, j'ai arrêté. Non, mais je m'ennuyais assez. En fait, je suis aussi, il faut dire, quelque chose qui est très constitutif chez moi, c'est que je suis quelqu'un qui m'ennuie en 2 secondes et demie. Voilà, j'ai un problème avec ça. Là, ça va. Là, ça va. Là, ça va. Mais j'y travaille, j'y travaille. Mais bon, ce qui explique aussi des choses dans mes spectacles et tout ça. Mais enfin bref, on pourra y revenir si vous voulez. Donc la danse, et puis un jour le théâtre. Et puis je m'ennuie, je m'en vais. Je fais de la musique, et puis je m'ennuie, pareil, je m'en vais. Et mes parents, d'ailleurs, suivent. Je dois les remercier très fort, parce qu'on est dans un petit village. Aller au théâtre, aller au cinéma, c'est pas des choses très évidentes. On va au cinéma peut-être 2 fois par an, voir 2 films, enfin voilà. Mais il y a un accompagnement, en tout cas.
Et puis tout à coup au théâtre, eh bien, je découvre ça, donc ce que j'appelle le courage de l'honnêteté de soi, ce que je me dis pas, parce que j'ai 11 ans à l'époque, donc je me dis pas le courage de l'honnêteté de moi-même, je me dis pas ça à ce moment-là. Mais je pense que a posteriori, c'est ça qui se passe. Et puis surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que je prends 1 an de cours dans un atelier, et en fait, au bout d'1 an, je suis repéré pour intégrer une compagnie d'enfants. C'est-à-dire que je deviens à 12 ans un enfant qui tourne dans des spectacles avec d'autres enfants. On tourne, on fait nos mises, on doit repasser nos costumes, faire des italiennes, des notes, des raccords, bref, rien à voir avec l'atelier sympathique du mercredi après-midi. Là, c'est du travail. Oui. Ça devient un taf, ouais. Et du coup, j'adore ça. Et depuis ce jour, eh bien, il n'a pas été question de faire autre chose. Donc après, vous avez quand même eu quelques chocs esthétiques, des spectacles qui vous ont éliminé. Vous avez rencontré des metteurs en scène qui vous ont inspiré dans votre chemin. Oui, le premier, en fait, là, je rentre en classe théâtre au lycée, qui sont d'ailleurs en danger. Les classes théâtre en ce moment, qu'il faut les défendre, absolument, parce que voilà, les options, à mon avis, sont importantes à conserver. Bon, on pourrait y revenir aussi. Bref, mais en option théâtre, en première, je découvre la dispute de Marivaux alliée avec Contention de Didier-Georges Gabilly, montée par un certain Stanislas Nordet, au Havre, au Volcan, au Havre. Emmené par l'école. Emmené par le lycée. Oui, oui. Et tout à coup, j'ai la sensation d'être éveillé à ma propre intelligence, c'est-à-dire que je suis en face d'un spectacle que je ne reçois pas de manière passive, mais d'un coup je deviens actif avec ma pensée, je commence je comprends ce que Marivaux et Didier-Georges Gabilly ont envie de me dire, enfin en tout cas je m'en saisis, et j'ai l'impression d'être éveillé, oui, à ma propre intelligence, d'un coup comme un éveil de soi, encore une fois. Je vois un deuxième spectacle de Stanislas Nordet qui est J'étais dans ma maison, j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce. Pareil. Il n'y a que lui qui me fait ça. Hein. Ah oui, ouais. toujours maintenant. Oui. C'est vrai. Oui, sur la question du discernement face à une œuvre qu'il est en train de monter, oui. J'ai l'impression qu'il me laisse encore aujourd'hui la place de me saisir. Après, esthétiquement, etc., on n'est pas du tout au même endroit, mais en tant que spectateur, j'ai l'impression de saisir, d'avoir accès, tout simplement, à la pensée de l'auteur. Voilà. Et je crois que quand on est metteur en scène et quand on est spectateur de théâtre, surtout, en tout cas, moi, c'est ça que je viens voir, enfin, je viens recevoir, plutôt. J'en vois un troisième qui est Porcherie de Didier-Georges de Pasolini, n'importe quoi. Et puis là, je me dis, bon, stop, ça suffit. Il faut que je travaille avec ce metteur en scène. Il faut que je trouve le moyen de le rencontrer, comment je vais faire, etc. Ah, tiens, il a une école à Rennes. Parce que moi, je ne suis pas très téméraire, je ne suis pas en mode dans le hall, je vais aller lui parler, tout ça, machin. Bon, puis j'ai 17 ans à l'époque aussi, donc voilà. Et j'habite surtout à Paris, pas à Paris, Rouen. Mais à la campagne, à Rouen, etc. Non, mais à la campagne, hein, vraiment, je suis dans un village, quoi. Donc Nordet ne joue pas dans mon village à côté. Voilà. D'où la décentralisation, tout ça, c'est important. Oui. Bah oui. Et bref, du coup, je vois qu'il a une école, je tente le concours en 2003. Et j'intègre donc la promotion. Et là, ce qui se passe, c'est que de l'école du TNB, pardon, de Rennes. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis très heureux la première année, puis au fur et à mesure, bon, il ne m'en veut pas parce qu'on en a beaucoup parlé depuis, et qu'aujourd'hui, je suis artiste associé au TNS, et que Stanislas reste pour moi directeur du TNS aujourd'hui. Ouais, et ça reste quelqu'un de très important. Mais en fait, pour être clair, je ne trouve pas mon plaisir en tant qu'acteur dans son travail. Et ça me perturbe beaucoup en tant que spectateur. Encore une fois, même aujourd'hui, je reçois fortement... Enfin, j'adore aller voir tous ces spectacles. Mais en tant qu'acteur, je ne trouve pas mon plaisir, je ne trouve pas ma liberté. C'est ma faute, hein, je suis en lutte. Donc, et pourquoi ? Parce qu'il dirige trop, Stanislas ? Non, au contraire. Au contraire, Stanislas... On ne croirait pas, mais Stanislas est un metteur en scène qui laisse, et c'est sa grande pédagogie, c'est de ça aussi que je le remercie, parce qu'en tant que directeur, pour le coup d'école, là, ça a été vraiment pour moi d'une richesse folle, c'est qu'il fait de l'acteur vraiment un créateur, c'est-à-dire qu'on vient au plateau, à partir du moment où le texte est porté et approprié par l'acteur, Stanislas Nordet valide. Après, il suffit de se mettre à gauche ou à droite sur le plateau, mais ça il était notre invité l'année dernière au Télérama Dialogue. Mais vous, dans votre pratique de metteur en scène, alors est-ce que vous êtes un acteur qui laisse, un metteur en scène qui laisse l'acteur être créateur, d'après ce que je comprends ? Alors c'est le moment du metteur en scène. Oui. Ouais.
comment vous travaillez? Alors, en fait, je deviens metteur en scène un petit peu malgré moi, puisqu'on en était là dans l'école du TNB. Moi, en fait, finalement, ce que je suis en train de vous dire à demi-mot, c'est que je suis malheureux, hein, en fait. Je suis perturbé, je ne sais pas comment être acteur. J'ai l'impression que je désapprends tout ce que j'ai appris avant. J'ai l'impression d'être perdu et j'ai plus envie de jouer. Et donc, à la sortie de l'école, j'ai des propositions de travail, mais encore une fois, j'ai pas envie de jouer, et donc j'ai pas envie d'y aller. Mes parents me disent, enfin bon, Thomas, à un moment donné, on te propose du travail, tu dis non, à un moment donné, il faudrait peut-être quand même que... Ça va. Ah ouais, mais c'est comme ça, voilà, j'ai pas le désir et tout, bon, bref. Et avec mes amis, donc ce que je disais tout à l'heure, on décide de monter cette compagnie, la Piccola Familia, et je leur propose, puisque je sais pas faire autre chose, puisque j'ai fait que du théâtre, voilà, j'ai appris que ça, je leur propose de mettre en scène. Enfin, de travailler 3 semaines, on a une école de musique à Gaillon et je travaille 3 semaines sur Harlequin poli par l'amour. Donc je leur propose ça. Et donc je deviens metteur en scène en disant que je suis, alors attention au jeu de mots, c'est même pas pour faire un jeu de mots, mais c'est vraiment comme ça que je le pense. Je dis que je suis un entremetteur en scène. C'est-à-dire que je fais l'entremise entre l'acteur, qui est cette matière vivante, mobile, fluctuante, et le texte, qui est cette matière inerte, posée, immuable. Et mon travail est de faire en sorte que cette rencontre advienne, et si possible qu'elle advienne devant des gens au moment de la représentation. Donc je suis plutôt un acteur qui en fait jouer d'autres, garant de la cohérence, mais je donne aux acteurs et aux actrices une grande liberté de création, parce que pareil, je pense que les acteurs on doit reconquérir aussi une part créatrice dans la création d'un spectacle. Voilà. Je ne suis pas un metteur en scène qui arrive avec des dossiers comme ça en disant voilà, moi je sais tout de Sénèque et je vais vous l'apprendre. J'ai pas envie que les acteurs soient des exécutants, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je veux qu'ils soient des savants d'abord de ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à jouer, et surtout qu'ils soient partie prenante de l'acte créateur au plateau. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous avez pu monter cette aventure folle d'Henri VI. Je rappelle, vous avez commencé en 2010 et puis 4 ans après, à Avignon en 2014, c'est 18 heures de spectacle. Vous avez monté toutes les pièces d'Henri VI. Personne ne l'avait jamais fait. Non. Donc il a fallu qu'il y ait une bande soudée. Exactement, et puis du coup il a fallu aussi qu'on trouve des nouveaux partenaires, parce que la compagnie au départ c'était 6 acteurs donc sur les 3 premiers spectacles, et là il en fallait 22. Enfin 16 d'abord, puis ensuite 22. Donc du coup, il a fallu qu'on trouve voilà, des nouveaux compagnons et compagnonnes. Et puis que justement, en fait, Henri VI s'est monté vraiment avec l'énergie du désespoir. C'est vraiment ça, mais un désespoir joyeux. Je sais pas comment dire, c'est un peu rien, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je proposais aux acteurs, vous 4 par exemple, pour demain vous me ferez un petit spectacle de 20 minutes sur musique, mœurs et sexualité au XVe siècle. Vous 4, le règne de la reine Elisabeth Ier, à demain. Toute l'histoire d'Henri VI, vous 4, toute l'histoire d'Henri VI, mais en 20 minutes et sur 6 mètres carrés, ce qui a donné plus tard H6 mètres carrés, puisqu'on s'en est servi, on l'a extrait pour faire un petit spectacle en décentralisation autour d'Henri VI. Voilà. En appartement ? En appartement. Enfin, non, là, c'était plutôt en salle des fêtes, bibliothèque, cours de récré, place de marché, etc. Donc, il fallait qu'ils mouillent leur chemise. En fait, parce que la répétition, pour moi, c'est de l'étude. C'est un temps d'étude. Ça, c'est Stanislas Nordet aussi qui nous l'a transmis. C'est de l'étude, c'est-à-dire qu'il faut comprendre cet auteur, d'où il vient, pourquoi il écrit ça à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bon, Henri VI, en plus, c'est la guerre de 100 ans, la guerre des 2 roses, ça fait saigner du nez à tout le monde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas aller devant un public si on ne sommes pas maîtres de notre sujet, mais au plus profond. C'est-à-dire que la répétition, c'est bien de savoir son texte et de savoir où on se met, et de savoir avoir l'émotion quand il faut, etc. Mais c'est bien aussi de maîtriser son sujet de bout en bout. Mais comme on n'est pas à l'université, eh bien, tous les travaux que je leur demande de faire, le rendu est un spectacle. Et bien souvent, ces petits spectacles créent par exemple des silhouettes de personnages ou créent des situations, des choses que moi après je peux reprendre. L'idée de la généalogie par exemple, c'était très amusant pour retrouver la généalogie des York et des Lancastre. C'est né comme ça. Toute cette histoire de guerre des 2 roses, c'est juste parce qu'il y en a un qui est mort trop tôt, William de Hatfield, dont tout le monde a oublié le nom, qui est mort à 2 ans et demi. Mais s'il n'était pas mort, il n'y aurait pas eu toute cette affaire. Donc si on ne comprend pas que William de Hatfield n'a pas pu récupérer la couronne de son frère Richard Prince Noir, bon là j'ai déjà perdu tout le monde, mais en tout cas, voilà. Ce genre de choses. Non, mais parce qu'aussi, il y a quelque chose que Shakespeare m'a appris et qui est, à mon avis, constitutive dans mon travail. Shakespeare ne présuppose aucune connaissance des sujets chez son spectateur. Il ne présuppose rien. Et moi, je pars du même principe. Tant mieux si des gens sont calés à 100% sur la guerre des 2 roses et la guerre de 100 ans.
ils m'impressionnent et je les admire, car moi-même, j'en suis pas là. Et puis, il y a aussi plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de la guerre des Deux Roses, ou l'ont entendu parler, mais c'est un vieux souvenir de CE2, ils ont tout oublié, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait quand on est en train de raconter cette histoire pour que tout le monde ait accès à l'histoire et que ce soit pas simplement que celui qui connaît très très bien ça, voilà, il le sait, donc il voit par exemple, son plaisir à lui vient du fait que Shakespeare a transformé la vraie histoire, parce que Shakespeare n'est pas historien, donc, et celui qui connaît pas l'histoire, il découvre cette histoire. Ça fait partie de ce que j'appelle la clarté du geste de mise en scène. C'est pas simplement parce que je lis de temps en temps, Thomas Joly fait du théâtre pour les nuls, etc. Et bon, non, mais je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire abstraction de la complexité, de la multiplicité des gens qui sont dans la salle. Et moi, puisque je pense que le théâtre est un art populaire, point final, on doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Je n'ai pas envie que les spectateurs soient obligés d'arriver dans un théâtre où on joue en ayant étudié un sujet, ou bien étudier un sujet en sortant parce qu'ils n'ont pas tout à fait saisi. Non, ça n'est pas normal. Si je monte Henri VI de Shakespeare, je donne Henri VI de Shakespeare. Voilà. Si c'est écrit ça sur l'affiche, c'est ça que les gens reçoivent. C'est pas autre chose. Et en plus, Shakespeare est dans la même démarche. Il dit tout, Shakespeare. Il donne toutes les informations, mais il les donne qu'une fois. Donc si on est un petit peu assoupi au moment où il dit mon oncle, le truc, et t'as pas compris que c'était l'oncle, et ben en fait tu peux ne rien comprendre après pendant 3 ou 4 heures. Non mais c'est vrai. D'où les petits rappels, d'où le travail de mise en scène. D'où le travail de précision et de clarté des signes, des informations qu'il ne faut pas zapper parce que voilà, quitte à être un peu parfois didactique, mais après tout Shakespeare l'est. Enfin je veux dire, moi je suis allé voir Henri IV au Globe au moment où je commençais à m'intéresser un peu à toutes ces pièces historique. Bon, il ne joue pas comme à l'époque de Shakespeare, parce qu'on n'est plus... voilà. Mais n'empêche que Shakespeare, c'est un théâtre de signes, c'est-à-dire, on est dans une ville, et ben on met un panneau, et puis on est dans la ville. Le balcon qui est derrière sert à la fois de muraille pour les villes, de balcon pour Juliette, de balcon pour... de piédestal pour les trônes, etc. Enfin, voilà, c'est un théâtre... de signes avoués, une théâtralité avouée devant les gens pour une clarté. Moi, j'ai quand même vu des gens qui jouaient la nuit, alors qu'au Globe, vous savez, il fait jour, enfin, il y a le ciel c'est à ciel ouvert. Bon, pour jouer la nuit, ils jouent comme ça. Hein, voilà. C'était une proposition de mise en scène, après tout. Mais ça suffit. Enfin, je veux dire, le mur dans le Songe d'une nuitée, ça peut être ça. Hein. Voilà, le mur. Oui, oui. Fait, voilà. C'est souvent ça, d'ailleurs. Oui, bon, après, ça peut être un gros mur. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si les auteurs, d'ailleurs, au-delà de Shakespeare, nous donnent des signes et nous ordonnent, moi je le prends comme ça, comme des commandes, ils me commandent de faire ça, je dois trouver comment y répondre. Voilà. Et leur faire du théâtre populaire qui doit plaire au plus grand nombre, est-ce que ça passe par quelque chose de gigantesque? Parce que vous aimez la scénographie, vous aimez les décors, vous aimez les effets. Est-ce que c'est le vrai moyen? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas. Est-ce que c'est grave? Mais est-ce que c'est vrai le vrai moyen? C'est vrai dans la cour d'honneur, par exemple, que vous avez mis en scène Thieste ça dépend de Sénèque. Il y avait une très belle idée de décor. Je rappelle une tête découpée. Bon, Thieste, c'est l'histoire d'un crime horrible, le pire qu'on puisse imaginer, pire qu'on puisse imaginer, puisqu'il mange ses enfants à l'instigation de son frère Atrée, que vous jouiez d'ailleurs. Donc il y a une tête et une main découpées dans cette cour d'honneur majestueuse. C'était très très frappant. Alors, d'abord, je reviens sur le fait que je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Non. Non, j'ai pas du tout envie. Moi, ça va en fait, tout va bien. J'ai pas besoin de. Je parlais de votre théâtre. Je ne parle pas de vous. Mais c'est pas du tout pour que ça plaise. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si je monte Thieste de Sénèque, eh bien, les gens verront Thieste de Sénèque. De ma façon, enfin à ma façon, c'est moi qui le mets en scène, mais ils verront Thieste de Sénèque, ils ne verront pas une adaptation, une réécriture, une pièce tronquée ou je sais pas quoi. Sinon, j'aurais écrit un repas affreux. Le titre, c'est nul comme titre, mais bon, un repas affreux d'après Sénèque, Thieste de Sénèque. Vous n'êtes pas dans la veine des dramaturges allemands ou des metteurs en scène allemands qui réécrivent tout le temps. Du tout. Je dis, ok, si on monte Henri VI, on donne Henri VI. Si c'est voilà. Sinon, je change le titre. Ça me semble plus honnête. D'abord, c'est ça. Donc, il se trouve que Henri VI ou Thieste sont des pièces monumentales avec des effets commandés, encore une fois, par les auteurs, qui sont constitutifs. Les effets, c'est-à-dire que la grandiloquence est constitutive. Par exemple, pas de ma faute, moi, Sénèque me demande de faire sortir des enfers Tantale. Bon, alors,
on peut tout à fait faire sortir des enfers tantales par le fond, il rentre et puis il fait je suis sorti de l'enfer, très bien. Je me sens pas très bien. Non, mais on peut le faire. Non, mais en plus, c'est vrai, on pourrait tout à fait monter tieste comme ça. Là, on a deux sièges, une table, on peut monter tieste, il n'y a pas de souci. Mais quitte à créer en fait de la force, non seulement visuelle et vu la force du texte, autant essayer de chercher les moyens les plus spectaculaires pour le faire. Pourquoi ? Pas seulement par goût, parce que je serais un enfant né dans les années 90, pop culture et tout ça, ce que j'entends, machin. Oui, j'ai une culture populaire et j'aime le cinéma, les jeux vidéo, la musique, on peut danser, tout ça, oui. Et je n'en ai pas honte du tout, car je fais partie d'une génération qui a déhiérarchisé les objets culturels. Et il n'y a aucun souci pour moi de passer, comme je le dis souvent, de Britten à Britney ou de Closer à Claudel. Enfin, vraiment, pour le coup... mais vraiment, pour le coup, c'est pas un problème pour moi. Non. Et tout est... D'ailleurs, Beyoncé prend des chorégraphies de Anne-Teresa de Kersmaker, Lady Gaga travaille avec Bob Wilson. Oui, ça s'est pas très bien passé. Mais Lady Gaga bosse avec Bob Wilson ou avec Jeff Koons. Enfin bon, je veux dire, par exemple, j'ai fait venir Gareth Pugh pour faire des costumes à l'opéra, qui lui-même bosse avec Rihanna. Enfin voilà, oui. c'est tant mieux, tant mieux. Bon. On pourrait y revenir aussi si vous voulez. Alors, la grandiloquence. On n'aura pas le temps, en fait. La grandiloquence. Non, parce qu'il va falloir que je donne la parole au public. J'en étais là. Du coup, la question de la force visuelle. Les auteurs me commandent des choses. J'essaye d'y répondre, tout simplement. Mais par exemple, dans Le Radeau de la Méduse, qui n'est pas du tout un auteur... Parce que Sénèque, on pense la tragédie romaine comme une espèce de chose hiératique où les gens seraient devant avec des masques en train de brailler du texte. C'est pas du tout ça, la tragédie romaine. La tragédie romaine, c'était des effets de malade, vraiment des gros trucs de dingue, où les acteurs étaient levés avec des grues, il y avait des pluies d'eau rougies au safran sur le plateau. C'était pas du tout un théâtre... figé, oui, merci, et voilà, où on dit de la poésie, pas du tout, c'était du gros spectacle, c'était le Hollywood, quoi. Tout ça, je l'invente pas, c'est-à-dire que ça, je lis Florence Dupont, je lis Pierre Le Tessier, je lis les ouvrages sur le théâtre romain, et je découvre ça. Donc je me dis, bon, bah très bien, on est à la cour d'honneur, je vais pas faire un spectacle intimiste. Voilà. Faut y aller. Non, faut mais du coup, c'est aussi la pièce qui permet ça. Ça se joue devant une façade de palais, bah parfait, on en a un, ça aurait pu suffire d'ailleurs. Mais travaillons à ce caractère disproportionné de la scénographie. Pourquoi ? Parce que Florence Dupont me dit qu'aujourd'hui, le théâtre romain, ce qui s'en rapproche le plus, c'est la science-fiction. Je tombe de ma chaise. Je lui dis, mais ça va encore on va encore me dire... Le Seigneur des Anneaux et tout ça. Voilà. Et elle me dit, mais oui, mais tout à fait, par rapport à la disproportion, par rapport aux signes que les humains reçoivent et qui les interprètent, etc., les forces, machin, les dieux, les trucs et tout. Elle me dit, c'est de la science-fiction. Je rappelle quand même que Tantale fait l'amour à une maison, hein, dans Tieste. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même, a priori... c'est un vrai truc, quoi. Il engrosse une maison. Une maison qui tremble. Tous les jours, oui. La maison tremble, voilà. Et après, il y a, je sais pas, Jupiter frappe à la voûte céleste. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de la science. C'est vrai, ça peut se lire comme ça. Donc, du coup, moi, je pars dans cette direction-là, sans vouloir faire le nouveau, je sais pas quoi. Parce que c'est ça qui m'a saoulé sur Henri VI. Thomas Joly monte Shakespeare comme Game of Thrones. Je n'ai pas arrêté de dire, mais c'est l'inverse. C'est Game of Thrones qui est écrit comme Shakespeare. C'est juste ça. Donc si vous faites ce lien-là, très artisanal, Henri VI. En plus, c'était la chair des acteurs. C'était ça qui comptait. En plus. Donc ce que je veux dire par là, je reviens juste sur le côté grandiloquent. Bling bling, parce que voilà, moi j'aime bien. Quand je suis assis dans une salle de théâtre, j'aime bien être déplacé, j'aime bien être bouleversé. Et bien sûr, on peut être bouleversé par un cube blanc et deux comme vous l'êtes peut-être, deux fauteuils et deux personnes avec des micros. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, on peut faire un spectacle avec 3 ampoules. Je l'ai d'ailleurs fait. Hein. Harlequin, c'est 3 ampoules, 3 confettis et puis zou, ça, voilà. Et donc, voilà. Par contre, je crois aussi qu'on a un appauvrissement, et c'est assez dû aussi à l'économie et puis aux architectures, etc., un appauvrissement de l'image, tout simplement de l'image sur un plateau. L'opéra, en travaillant à l'opéra, je me rends compte de quoi ? Je me rends compte que l'opéra, quand il a réémergé en Europe, a réémergé dans l'idée fantasmée d'une réminiscence de ce qu'aurait été le théâtre antique. Donc, en fait, ce qu'on appelle opéra aujourd'hui, c'est du théâtre. Sénèque, par exemple, ça devait plus ressembler à ce qu'on voit à l'Opéra Bastille que ce qu'on voit ici en salle Roland-Topor. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. De l'image, du texte, de la musique, des danseurs, des musiciens en live, des chœurs, de la foule, etc. Le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est l'opéra, en fait. On a appelé ça opéra, mais en fait, c'est du théâtre. Donc, du coup, le théâtre
dans son ADN, il a cette dimension. Alors, bien sûr, je ne vais pas mettre des effets de dingue dans une pièce d'Ibsen, évidemment. D'ailleurs, dans Le Radeau de la Méduse, que j'ai monté, de Georg Kaiser, qui n'est pas du tout un auteur avec une volonté comme ça, populaire, enfin voilà, c'est beaucoup plus réduit. Piscine pas d'eau, c'était pas non plus un truc complètement dingo avec des effets dans tous les sens. Mais j'avoue quand même que l'appauvrissement visuel des metteurs en scène, des mises en scène, je tiens, c'est vrai, à le réactiver, mais pas pour plaire, encore une fois, parce que je pense que les matières géniales de Shakespeare ou Sénèque nous y invitent et même nous le commandent. Merci Thomas, je pense qu'il est temps déjà, pardon. Oui, de vous donner la parole, cher public. Il y a plein de questions encore à poser à Thomas Joly, qui se lance en premier. Ah ouais, pareil, c'est marrant. Ah, mais non, c'est parce qu'il faut prendre le temps de digérer tout ce que vous nous avez dit. Normal, et puis voilà. Alors nous, on vous voit pas, on pourrait pas vous voir un peu plus là, non? On vous voit pas. On dirait Jean-Michel Ribes. C'est juste pour ouvrir le débat, parce qu'on ne le voit pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette idée que pour monter une pièce de théâtre aujourd'hui, pour qu'elle ait des chances d'être montée, il faut que ce soit 2 acteurs, pas de décor, et que ça se passe comme ça dans une espèce de temporalité plutôt courte. Sinon, c'est difficile. Bon. Moi, je suis tout à fait proche de ce que tu dis, ton esthétique, de la besoin de ça. Je ne vais pas raconter ma vie, mais la première pièce que j'ai montée à 23 ans, c'était au Théâtre de la Ville. Ça s'appelait l'Odyssée pour une tasse de thé. Il y avait 40 acteurs. Coco, ça avait fait 25 décors. Bon, c'était une folie, mais qui a quand même duré très longtemps, qui s'est fini par se jouer à New York. Mais je veux dire quand même qu'aujourd'hui, il y a un problème qui exige, j'en sais quelque chose ici, c'est un problème d'économie. Alors, soit on se dit, comme tu l'as fait, que certains d'autres ont fait, et je te rejoins là-dessus, on s'entoure de gens passionnés qui ont envie de faire quelque chose de n'importe quel prix, et on le fait. Soit c'est quand même très compliqué si on n'est pas dans la cour d'honneur ou si on n'est pas aux Odéons d'Hertier ou si on n'est pas, j'ai vu le spectacle Creusot l'autre jour et ça. Il y a quand même, pour arriver à cette indispensable réinitialisation de l'espace visuel, du rêve absolument dans l'image, de la complémentarité de la poésie à travers un univers décoré, c'est quand même, il y a un problème juste économique qui se pose quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, il y a Harlequin qui passe par Paris. À la Scala, il jusqu'à jamais samedi. passé. Alors attention, je n'ai pas repris mon spectacle avec des gros moyens aujourd'hui. Je le fais juste passer par Paris, et après on va à Vesoul et tout ça, on continue notre petit tour. Ça fait 13 ans qu'il tourne, ça fait 13 ans qu'il tourne comme ça. Il tourne avec 20 ampoules, 2 ventilateurs, à peu près 25 kilos de confettis. Oui, beaucoup de confettis. Qu'à l'époque, nous découpions nous-mêmes dans des couvertures de survie et des nappes en papier, parce qu'on n'avait pas d'argent, on avait 300 balles pour faire ce truc. Et c'est fait vraiment avec pas grand-chose. Mais pour le coup, j'y vais parce que, là, pourquoi pas, encore une fois, parce que Marivaux m'invite à faire de la féerie. Elle dit, tiens, je vais tourner mon anneau qui nous rendra invisibles. Ça, il faut bien trouver un truc, un effet, quelque chose. Il y a plein d'images dans votre spectacle. Et la force de l'image, elle est là. Alors que ça a coûté 500 balles. Je pense qu'il y a un souci économique. On se permet pas de dire on n'a pas d'argent, donc du coup je peux pas faire ce que je veux. Ou alors trouver d'autres moyens de les faire. On a l'impression que Richard III, par exemple, il n'y avait quasiment pas de décor, c'était simplement de la lumière. Alors après, c'est une certaine lumière qui a un certain prix, mais qui était du matériel présent au TNB, là où on a créé, où je me suis dit, ce matériel, en fait, me semble cohérent, mais on va travailler avec ce matériel. Et donc finalement, la scénographie, en dehors de ce matériel, c'était un escalier, une plateforme, et puis c'est tout, des costumes, etc. Mais les ateliers du TNB, bien sûr, j'ai des productions qui m'ont suivi, et j'en suis conscient. Mais c'est quand même finalement aussi de la bidouille, entre guillemets. Après, je dois aussi dire que tout ce qu'on voit de moi depuis Henri VI et tout ça, c'est depuis que ça va bien, je veux dire qu'on est vraiment accompagné, et encore une fois, tout n'est pas acquis, accompagné par des belles maisons, comme le TNB à l'époque, puisque maintenant, je n'y vais plus, mais à l'époque, le TNB nous a accompagnés sur Henri VI et sur Richard III, comme aujourd'hui, le TNS nous a accompagnés sur le Comédie de Saint-Étienne et le Festival d'Avignon, sur Thiès et d'autres. J'ai peur de ça, à chaque fois, je me dis... Vous êtes compagnie nationale, Non, mais vous êtes soutenu par le ministère de la Culture aussi. Il y a des belles maisons, et on est soutenus, etc., qui nous suivent sur les productions, même si rien n'est acquis et qu'il faut
quand même aller... voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le théâtre, à partir du moment où il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, normalement, ça peut se faire. Après, je pense qu'il faut être un peu... je sais pas, audacieux, j'en sais rien. Si on a envie de faire de mettre de l'effet, je pense que les effets, c'est pas que de l'argent. Voilà. Non, mais d'accord, mais reconnais quand même que moi j'ai adoré ton spectacle à la Cour d'honneur. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez à des questions, hein, le public, hein, parce que c'est quand même votre tour. Hein. C'est quand même quelque chose que bien sûr, la contrainte crée la création, les empêchements permettent de trouver d'autres voies plus géniales que si on avait de l'argent, mais quand même, je crois que tu n'aurais pas pu faire ce spectacle, même avec toute l'invention que tu as mise, sans si tu argent. n'avais pas des moyens. C'est sûr. C'est mais c'est sûr, non, mais c'est certain. Mes questions, pardon Emmanuel, mais comme vous êtes la journaliste préférée de Télérama. Oui, c'est ça. Flattez-moi, flattez-moi. Allez, je passe la parole au public, Jean-Michel, maintenant. Oui. Hop, 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 c'est de l'autre côté. Oui. Ah, c'est sportif, hein, de passer le micro. Juste pour dire que c'est un peu difficile de poser des questions parce que vous êtes tellement concis, tellement précis que vous avez tout dit. Donc poser des questions après, c'est un peu compliqué. Mais moi je me souviens de ce que j'ai vécu en regardant, enfin en allant voir Richard III, et je me souviens que c'était une expérience extraordinaire. Ce n'était plus du théâtre, c'était plus que du théâtre. Et vous dites que en fait, c'est comme un opéra. Mais c'est vrai, en tant que musicien, c'est effectivement comme un opéra, mais surtout plus que du théâtre, parce qu'en plus du texte que vous nous avez proposé, il y avait votre imaginaire. Et ça, je trouve, un imaginaire d'aujourd'hui, donc revisité à notre époque, et j'ai trouvé que ça, c'était extraordinaire. Voilà, c'était juste pour dire ça. Oui. Alors, il y avait une autre question, monsieur. Mademoiselle. Il y en avait une par ici après ? D'accord. Okay. D'abord, mademoiselle. Bon, ah oui, bon. C'était sur le chemin, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à la mise en scène d'opéra. Donc vous avez très bien expliqué que vous n'êtes pas un auteur qui va bouleverser le texte, mais vous pouvez quand même imposer un rythme à la pièce de théâtre. Or, quand vous montez une Britten, par exemple, vous parliez de Britten, vous avez de la musique qui vous impose un rythme. Vous n'avez pas demandé au chef d'orchestre de ralentir ou d'arrêter. Alors comment vous gérez ça ? Très bonne question. Donc Thomas a monté deux musiques. Oui, j'ai monté deux opéras, j'ai découvert ça effectivement il y a 2 ans. Le théâtre et l'opéra, c'est pour moi le travail inverse. Au théâtre, vous avez raison, on n'a que les mots, et le rythme est à inventer, non pas à inventer comme on a envie de le faire, mais bien inventer par rapport à la pensée du texte, donc mettre les silences, les pauses, les accélérations, etc., en fonction de ce qui est dit. Et on n'a rien et on construit tout. À l'opéra, tout est construit. Et donc le travail est un travail inverse, c'est-à-dire trouver pourquoi. Et là, il peut y avoir du coup des débats avec le chef, et il y en a eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'entends ce que j'ai voulu dire, par exemple sur Offenbach, quand on a monté Fantasio, on a eu des débats sur le fait que par exemple il y avait une espèce de romance, alors que moi je trouvais que c'était pas du tout une romance, il n'y avait pas d'amour là-dedans, c'était pas du tout, il fallait pas y aller c'était au contraire de la panique, etc. Et on a des débats sur les rythmes, etc. Mais n'empêche, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout est écrit, mais il faut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, par exemple, dans la balade à la lune, il y a Fantasio qui chante et qui fait « Que fais-je » Là, il y a un arrêt. Venant ici m'asseoir. Bon, ça, cet arrêt, je dis à la chanteuse, mais pourquoi tu t'arrêtes ? Elle me dit, pour que je reprenne ma respiration. Je dis, mais pas du tout. Tu t'arrêtes parce que tu ne sais plus ce que tu fais là. C'est ça, en fait, que tu chantes. Exactement comme au théâtre, c'est l'inverse. Pourquoi est-ce que là, tu t'accélères pourquoi est-ce que tu te fais une pause alors que tu n'es pas au bout de ta pensée ? Tu dois aller au bout, etc. Bon. Donc, c'est vraiment c'est le Jeopardy, en fait. Vous vous rappelez ce vieux jeu où il y avait la réponse, il fallait trouver la question. C'est la même chose. L'opéra, c'est la même chose. Il faut trouver pourquoi est-ce que ce compositeur a inventé ce rythme, cette suite de notes, par exemple. À un moment donné, il était clair pour moi
qu'il y avait une descente d'escalier. Il y avait une ribambelle comme ça, voilà. Et c'était sûr qu'il y avait donc la scénographie a été conditionnée par la partition. C'est ce que je dis en fait. En fait, je cherche toujours dans les œuvres, qu'elles soient théâtrales ou opératiques, les bornes que l'auteur ou le compositeur a laissées et qui sont immuables pour moi, immuables. Et qu'à un moment donné, je peux remettre en cause toute une scénographie parce que juste à un moment, non, ça ne fonctionne pas, donc on ne peut pas faire ça. Et après, mes idées arrivent. Mais l'opéra, finalement, qu'on chante ou qu'on parle, on pense. C'est ce que j'arrête pas de dire aux chanteurs. Et que si on pense d'un certain rythme, c'est certainement qu'il faut trouver pourquoi on pense comme ça. Voilà. Mademoiselle. Là. Ah, oh. Bon. On ne peut pas lui couper la parole. Non, il y a une question. Rapide. Réponse rapide, Thomas. Quelle pression. Simplement, est-ce qu'il y a une différence quand vous jouez dans un hôpital psychiatrique à l'Odéon ou devant une école? Oui. Oui, et on pourrait parler, après c'est mon avis, de la mortification du spectateur au cours des siècles. Les gens, vous n'êtes pas morts, mais asseyez-vous, taisez-vous, mettez-vous dans le noir, ne bronchez pas, arrivez à l'heure, etc. Ne sortez pas, soyez angoissés sur votre siège, soyez en bout de rang parce que vous faites des crises d'angoisse, etc., etc. Tout ça, Shakespeare, par exemple, jouait devant des salles debout, qui rentraient, qui sortaient, qui mangeaient, qui forniquaient, les opéras aussi. Enfin, bref, la vie ne s'arrêtait pas quand la vie commençait sur le plateau. Normalement, c'est un espace de vie partagé. Et dans certains endroits, notamment l'Odéon, pour moi, c'est un petit peu mortifié en face. Et pour le coup, je vais même vous raconter une anecdote. On tourne pas mal. Et Richard III, on le joue à l'Odéon pendant 6 semaines. Donc il y a une scène d'interaction, parce que le théâtre de Shakespeare est un théâtre interactif. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est un théâtre interactif quand même. Et donc, du coup, il y a une interaction. Puis au fur et à mesure, bon, à Paris, ça prenait pas des masses. Bon, et puis on s'y fait. Moi, je jouais cette semaine, on s'y fait. Et à un moment donné, l'idée, c'était qu'un des sbires de Richard III disait au public qui jouait le peuple à ce moment-là, bon, puisque c'est comme ça, partons, levons-nous et laissons-le tout seul, etc. Il ne veut pas le pouvoir, laissons-le. Bon, franchement, effet très moyen. À Rennes, ça marchait, à Martigues, ça marchait, les dates qu'on a fait avant. Paris, effet très moyen. Bon, puis on oublie, en fait, on oublie. Au bout de 7 semaines, on oublie, puis on s'y fait. Puis on arrive à Évreux, après Paris, après 7 semaines à Paris, on arrive à Évreux. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je joue à Évreux. Et donc, à ce moment-là, bon, eh bien, messieurs, dames, puisqu'il ne veut pas le pouvoir, levons-nous, laissons-le. Je vous jure que j'ai vu 1000 personnes se lever. Toute la salle s'est levée, a fait semblant de mettre son manteau. Et j'avais oublié, en fait, j'avais oublié. Et en fait, il y a quelque chose un peu... Voilà. Donc ça, déjà, province-Paris, il y a déjà une différence. Et après, j'imagine que Paris, dans les différents lieux dans Paris, il y a une différence. Mais il y a des différences tous les soirs. Là, je vois Harlequin quasiment tous les soirs. Bon, samedi après-midi, samedi soir... Non, oui, c'est ça. Samedi après-midi, samedi soir, génial. Dimanche après-midi, voilà. Bon. Mais bon, ça change tout le temps. Après, ce qui change, par contre, très clairement, c'est que quand on est dans un espace comme celui-ci, très, très direct, où le plateau, il n'y a pas de limite entre les jambes des spectateurs et les jambes de l'acteur, par exemple. Le rapport est direct. C'est beaucoup plus, comment dire, pour le coup, le courage et l'honnêteté de soi, il faut l'avoir beaucoup plus ici que dans une grande salle où on peut un tout petit peu, voilà. Quelle belle fin. Ah, c'est la fin. Le courage de l'honnêteté de soi, on va tous s'y appliquer. Merci. Même si on n'est pas sur scène. Merci Thomas, merci beaucoup. Non, mais c'était formidable. Merci de nous avoir donné autant. Merci à vous.